Gemini Ennemi présente Blabla Science. Aujourd'hui, du photon au phonon. Bienvenue dans notre analyse du jour qui nous plonge littéralement dans les abysses de l'univers, les trous noirs. Bonjour. Mais on va oublier un peu l'image classique de l'aspirateur cosmique. On va plutôt les voir comme des laboratoires ultimes. Oui, des endroits où la physique est vraiment poussée à son point de rupture. Et ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que nos sources viennent pas d'un manuel, mais d'une discussion en fait. D'un échange foisonnant, oui, qui a été initié par la curiosité d'un collégien. On part d'une intuition très visuelle, l'idée que l'espace s'étire, et on va arriver aux questions les plus fondamentales. Absolument. Notre mission, c'est donc de décortiquer ces concepts vertigineux. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on franchit le point de non-retour? Est-ce qu'on peut s'en servir pour voyager dans le futur? Et est-ce que ces monstres sont vraiment éternels? Voilà. C'est une exploration qui commence maintenant. Alors, la première question, celle qui lance tout. Que verrait-on en tombant dans un trou noir? Les sources insistent sur un point qui a l'air paradoxal. Il y aurait deux réalités totalement différentes. C'est ça. Ça dépend si on est l'observateur ou celui qui plonge. D'accord. C'est vraiment le cœur de la relativité d'Einstein. Pour l'observateur extérieur, disons, en sécurité dans son vaisseau à des millions de kilomètres, Oui. le spectacle est déroutant. La personne qui tombe vers le trou noir, on la voit ralentir. Elle ralentit. De plus en plus, à mesure qu'elle approche de cette frontière invisible, l'horizon des événements. Attendez. Elle ralentit et sa lumière devient rouge. Pourquoi rouge? Qu'est-ce qui se passe avec la lumière pour qu'elle change de couleur? C'est ce qu'on appelle le redshift gravitationnel, le décalage vers le rouge. D'accord. Imaginez que la lumière, c'est comme une vague. Pour s'échapper du puits de gravité immense du trou noir, cette vague, elle doit dépenser de l'énergie. Ok. Et en perdant de l'énergie, sa longueur d'onde s'étire, elle devient plus longue, et pour la lumière visible, ça correspond à un décalage vers le rouge. Ah, je vois. Plus la gravité est forte, plus ça rougit, jusqu'à devenir invisible, infrarouge, onde radio. Et puis plus rien. Donc pour nous, qui regardons de loin, la personne a l'air figée. Figé pour l'éternité, sur le bord du trou noir. C'est une image incroyable. Mais pour la personne qui tombe, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout, non. Pour elle, le temps s'écoule parfaitement normalement. Elle ne sent rien de spécial. Rien. Elle traverse l'horizon des événements sans même s'en apercevoir. Il n'y a pas de porte, de panneau. C'est une frontière purement mathématique. Et une fois de l'autre côté, Là, le spectacle change. Les sources évoquent une idée folle. En regardant derrière elle, vers l'univers, elle verrait tout son futur défiler. En un instant. c'est vertigineux. Donc, deux réalités compatibles. L'un voit un arrêt éternel, l'autre une traversée normale. Suivi d'un aperçu de la fin des temps, oui. La physique est étrange. Et cette intuition de départ dans les sources sur l'espace qui serait étiré. C'était une intuition brillante parce que c'est un phénomène bien réel. Ah oui, On appelle ça la spaghettification. la spaghettification, d'accord. C'est un effet de marée, mais extrême. La force de gravité augmente si vite que les pieds de la personne qui tombe... Proche du centre? Exactement. Ils sont attirés avec une force des milliards de fois plus grande que sa tête. Et donc, Le corps est étiré, déformé, jusqu'à n'être plus qu'un filament d'atomes. un filament qui plonge vers le centre, vers la Exact. singularité. Exactement. C'est le point final. Un endroit où, si nos théories sont correctes, une masse immense est écrasée en un volume nul. Densité infinie. Densité et courbure de l'espace-temps infini. Là, nos lois de la physique s'effondrent, l'espace et le temps tels qu'on les connaît n'existent plus. Il y a une phrase dans les sources qui m'a complètement retourné le cerveau. Ah, Pour expliquer pourquoi la lumière ne peut pas sortir, il est dit que l'espace s'étire plus vite que la lumière. Honnêtement, ça ne veut rien dire pour moi. hmm. On m'a toujours appris que rien ne va plus vite que la lumière. C'est une excellente question, parce que ça touche à une nuance cruciale. La règle, c'est que rien ne peut se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière. D'accord. Mais cette règle, elle ne s'applique pas à l'espace-temps lui-même. L'espace, lui, peut se dilater, se contracter, à n'importe quelle vitesse. Ah, Les physiciens utilisent une analogie parfaite pour ça, la cascade. la cascade, d'accord. Le courant du fleuve, ce serait l'espace-temps qui tombe vers le trou noir? Précisément. Maintenant, imaginez un nageur surhumain dans ce fleuve. Ce nageur, c'est un photon de lumière. Ok. Il nage à contre-courant à la vitesse maximale, 300 000 km par seconde. Loin de la cascade, pas de problème.
Mais en s'approchant de la chute, le courant s'accélère. Oui, Et il y a un point précis où la vitesse du courant devient égale à sa vitesse de nage. et à ce point-là, il fait du surplace. Voilà. C'est l'horizon des événements. Le nageur photon nage de toutes ses forces, mais le courant l'empêche d'avancer. C'est exactement ça. Et s'il franchit cette ligne d'un seul centimètre, C'est fini. c'est fini. Il sera irrémédiablement emporté vers la chute. C'est ce qui se passe dans un trou noir. L'espace lui-même est entraîné vers la singularité, plus vite que la lumière ne peut le remonter. Ah, d'accord, je comprends beaucoup mieux. Ce n'est pas un objet qui viole la limite de vitesse. C'est le sol, lui-même, la trame de l'univers qui se dérobe sous ses pieds. Vous avez parfaitement saisi. La règle n'est pas brisée, elle est juste rendue sans objet. C'est une victoire de la géométrie de l'espace-temps sur la vitesse brute. Essayer de sortir d'un trou noir, c'est comme essayer de voyager dans le passé, en fait. C'est ça. La structure même de l'espace-temps l'interdit. Toute cette histoire de temps qui s'étire, ça me fait penser à des films comme Interstellar. Bien sûr. Cette scène culte où ils passent 1 heure sur une planète et, à leur retour, 23 ans se sont écoulés. Mhm. C'est de la pure magie de cinéma où ça repose sur une base physique réelle. C'est tout à fait réel. C'est une conséquence directe de la relativité générale. La dilatation temporelle gravitationnelle. D'accord. Plus la gravité est intense, plus le temps s'écoule lentement. Les sources sont très claires là-dessus. En orbite stable, juste à la limite d'un trou noir supermassif, Oui, quelques heures pour l'équipage pourraient correspondre à des milliers, voire des millions d'années sur Terre. ce serait donc un véritable atterrissage dans le futur de l'humanité. Exactement. Donc, le voyage vers le futur est possible, mais les sources soulignent un petit problème technique. Comment on repart? C'est là que la théorie se heurte à l'ingénierie. J'imagine. Il y a 2 obstacles quasi insurmontables. Le premier, la vitesse de libération. Pour quitter la Terre, une fusée doit atteindre 11 km par seconde. Oui. Près d'un trou noir, cette vitesse approche les 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Impossible avec nos technologies. Et le deuxième obstacle, c'est le carburant. Pour atteindre une telle vitesse, la quantité d'énergie nécessaire défie l'imagination. C'est-à-dire Les sources mentionnent qu'il faudrait une masse de carburant supérieure à celle de notre galaxie. supérieur à... D'accord, c'est juste impossible. Voilà, on est complètement bloqué. Sauf que, et c'est là que la discussion devient folle, les sources proposent une solution. Ah! Et si, au lieu de se battre contre le trou noir, on l'utilisait comme moteur? On entre ici dans le processus de Penrose, l'un des concepts les plus fascinants de la physique. C'est une sorte de fronde gravitationnelle. Comme pour les sondes autour de Jupiter. Oui, mais poussé à un niveau extrême. Il faut juste une condition, que le trou noir soit en rotation rapide. Ce qui est souvent le cas apparemment. Oui. Autour d'un trou noir en rotation, il y a une région, l'ergosphère. Dans cette zone, l'espace-temps est entraîné dans un tourbillon si violent qu'il est impossible d'y rester immobile. C'est une tornade cosmique. C'est l'image. Et c'est là qu'on peut faire un hold-up énergétique. Comment ça? Imaginez un vaisseau qui entre dans cette ergosphère. À l'intérieur, il éjecte une partie de sa masse, disons un container, dans une direction très précise pour qu'il tombe dans le trou noir. D'accord. Par action-réaction, comme un patineur qui en pousse un autre, le vaisseau est propulsé dans la direction opposée avec une énergie colossale. Il a volé de l'énergie de rotation au trou noir. C'est littéralement ça. C'est incroyable. On ne se bat pas contre le monstre, on le force à nous pousser. L'énergie vient bien du trou noir lui-même, pas de notre carburant. Exactement. Le vaisseau gagne plus d'énergie que la masse qu'il a perdue. Et la source insiste sur un point important pour corriger une fausse intuition. Oui. Ce n'est pas le fait de devenir plus léger qui aide. Une plume et un marteau tombent à la même vitesse, on le sait depuis Galilée. C'est vrai. La clé, c'est purement l'effet d'action-réaction, le coup de pied que le vaisseau reçoit en projetant cette masse. On a toujours cette image du trou noir éternel qui ne fait que grossir, mais les sources expliquent qu'il peut mourir. Ça semble complètement contre-intuitif. Comment un objet qui n'avale que de la matière peut disparaître, oui. Voilà. C'est grâce à la découverte la plus célèbre de Stephen Hawking, le rayonnement qui porte son nom. Pour comprendre, il faut accepter une idée très étrange. Laquelle? Le vide n'est pas vraiment vide. Attendez, le vide est plein. Disons qu'il est frémissant d'activité. À chaque instant, partout, des paires de particules virtuelles, une particule et son antiparticule, apparaissent à partir de l'énergie du vide. Et existe une fraction de seconde, puis s'annihile.
C'est un prêt énergétique que l'univers se fait à lui-même et qu'il rembourse aussitôt. Une sorte de bouillonnement quantique permanent. Et le rapport avec les trous noirs? Imaginez qu'une de ces paires apparaît juste sur l'horizon des événements. Il peut arriver que l'une des deux tombe dans le trou noir. Tandis que sa jumelle, juste du bon côté, s'échappe. Exactement. Et là, elles ne peuvent plus s'annihiler. La particule qui s'échappe se retrouve seule. Elle devient réelle. Et pour devenir réelle, il lui faut de l'énergie de son existence. Et elle la puise où? Dans la masse du trou noir, Voilà, le trou noir perd une quantité infime de masse, très 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 lentement. Il s'évapore. donc le trou noir rayonne et finit par disparaître. Est-ce qu'on a déjà observé ce rayonnement? Non, jamais directement. Pour un trou noir de la taille de notre Soleil, le rayonnement est si faible qu'il est noyé dans le bruit de fond de l'univers. C'est comme essayer d'entendre un flocon de neige tomber au milieu d'un orage. Alors, comment savoir si Hawking avait raison? Les scientifiques ont trouvé une astuce, d'après les sources. En recréant l'analogie en laboratoire, c'est l'une des expériences les plus géniales de la physique moderne. Un trou noir acoustique. Au trou noir muet, oui, on remplace la lumière par le son et la gravité par un courant de fluide. On prend un gaz d'atomes refroidi presque au zéro absolu, Et on le fait s'écouler de plus en plus vite. jusqu'à ce que sa vitesse dépasse celle du son dans ce même fluide. Et cet endroit devient un horizon des événements pour le son. Précisément, une onde sonore émise depuis la zone supersonique ne peut plus remonter le courant. Elle est piégée. C'est fou. Ils ont donc construit un trou noir pour le son, et ils ont pu entendre l'équivalent du rayonnement de Hawking. Oui. Ils ont observé des paires d'ondes sonores quantiques, des phonons se créer à cet horizon. L'une était emportée, l'autre s'échappait en emportant un peu d'énergie. C'est une validation expérimentale magnifique. Ça ne prouve pas que les vrais trous noirs le font, mais ça montre que les maths derrière sont solides. Mais attendez, si le trou noir s'évapore, qu'advient-il de tout ce qui est tombé dedans? Toutes les étoiles, l'information. Si tout finit en rayonnement thermique, est-ce que l'information n'est pas détruite à jamais? Vous mettez le doigt sur le paradoxe de l'information. L'un des plus grands mystères de la physique, la mécanique quantique dit que l'information ne peut jamais être détruite. La théorie de Hawking semble dire le contraire. C'est un problème. Un énorme problème. On n'a pas encore la réponse. Cette expérience sur le son nous amène à des questions encore plus profondes en fait. La vitesse du son est une limite dans ce fluide. La vitesse de la lumière est la limite dans le nôtre. Les sources explorent alors l'idée de contourner cette limite. L'analogie est très parlante. Si vous voulez qu'un signal sonore aille plus vite entre deux points dans un matériau lent, disons du caoutchouc, vous pouvez créer un pont avec un matériau plus rapide, comme de l'acier. Le son prendra le raccourci? Voilà. Pour la lumière, l'équivalent de ce pont serait un trou de verre, un tunnel à travers l'espace-temps. Mais c'est là que l'analogie atteint sa limite. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus puissant. On ne peut pas construire ce pont. On est des poissons dans un bocal. Exactement. Nous sommes faits de l'univers, nos particules, nos électrons, nos quarks. Ce sont des excitations des champs qui constituent notre réalité. Donc on ne peut pas en sortir? Un phonon, une onde sonore, ne peut pas quitter l'eau pour voyager dans l'air, car un phonon est une vibration de l'eau. Sans l'eau, il n'existe pas. De la même manière, on est intrinsèquement lié à notre espace-temps. On ne peut pas sortir pour le manipuler. D'accord, on ne peut pas sortir du bocal. Mais pourrait-on essayer de le tordre de l'intérieur? Et c'est ce qui mène à l'idée finale des sources, la plus audacieuse. La plus philosophique. C'est une hypothèse vertigineuse. Imaginons une civilisation extrêmement avancée. Elle cherche à voyager plus vite que la lumière en pliant l'espace. Et si, en faisant cette expérience, quelque chose tournait mal? Et si, comme le dit la source, en essayant de le plier, il l'avait accidentellement replié comme une chaussette sur lui-même? Quelle image! Une telle manipulation pourrait créer une instabilité, un trou dans la réalité qui se propage et provoque l'effondrement de leur espace-temps, Ce qui recréerait les conditions de la singularité originelle. et déclencherait un nouveau Big Bang. Attendez, notre univers, notre Big Bang pourrait être le résultat de l'expérience de physique ratée d'une autre civilisation dans un univers avant le nôtre? C'est une idée qui donne le tournis. Ça voudrait dire que les constantes de notre univers, la vitesse de la lumière, la gravité, tout ça ne serait pas un grand dessin, mais juste les débris accidentels d'un cataclysme. Aussi fou que ça puisse paraître, ce scénario rejoint des modèles cosmologiques très spéculatifs mais sérieux. Des théories d'univers cyclique, l'idée que notre réalité n'est qu'un état d'énergie parmi d'autres. Et qu'on pourrait basculer dans un autre état, avec d'autres lois.
Nous serions alors, en quelque sorte, les enfants d'une catastrophe cosmologique provoquée. Quel parcours! On est parti d'une simple question sur ce qu'on verrait en tombant dans un trou noir, et on termine sur l'idée que notre existence pourrait être une conséquence accidentelle. Et la conclusion de la conversation, source, est, je trouve, absolument parfaite. Ah oui, hein. La personne à l'origine de ces questions, après avoir poussé la physique dans ses retranchements, conclut qu'elle se verrait plus écrivain de science-fiction qu'astrophysicien. Pour avoir la liberté d'explorer ses idées folles sans se heurter aux contraintes du réel. C'est ça. Et c'est la plus belle illustration du lien vital entre la science et l'imagination. C'est vrai. La science nous donne les règles du jeu, la grammaire de l'univers. L'imagination, elle, nous permet de voir jusqu'où on peut aller avec ces règles, de raconter des histoires qui, tout en respectant la grammaire, nous emmènent dans des mondes incroyables. Une pensée finale qui prolonge cette métaphore. Si les lois de la physique sont la grammaire de l'univers, quelle est l'histoire la plus folle, mais grammaticalement correcte, que l'on pourrait imaginer écrire avec ?